Je vais commencer par les présentations. Marie-Claude Bassette-Renaud, ceux qui étaient là ce matin vous connaissent déjà puisque vous êtes directrice construction de SMA BTP. Vous êtes notre hôte aujourd'hui, mais vous interviendrez également pour donner votre point de vue d'assureur sur ces sujets des coûts de l'adaptation. J'excuse tout de suite Vincent Viguier du CIRED qui est coincé dans les transports. Donc on espère qu'il nous rejoindra pour la fin de cette table ronde. Mais je continue les présentations avec à vos côtés Marie-Claude Guillaume Dolkès. Bonjour. Est-ce que vous avez un micro? Oui. Vous êtes chercheur spécialisé dans l'adaptation au changement climatique au sein de l'Institut de l'économie pour le climat. Comment présenter cette structure en une phrase pour ceux qui la découvriraient aujourd'hui? Alors en une phrase, je sais pas, on est un think tank, j'espère que ça vous parle. On est une structure, on est une quarantaine de chercheurs et on contribue à faire avancer les politiques de transition au sens large avec un prisme très économique, financier et ses traductions en termes de politique publique. Très bien. Et puis enfin, à vos côtés, Henri Casella, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au sein du CSTB. C'est ça. Et vous travaillez notamment sur ces questions d'adaptation et de changement climatique. Absolument. Alors, bienvenue à tous les trois. Comme pour vos camarades tout à l'heure, je vous propose de fonctionner en 3 temps. D'abord, essayer de reparler de ces sources de coûts en termes d'action et d'inaction. Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce qui va coûter en termes d'adaptation? Ensuite, on parlera, j'allais dire de combien ça coûte, mais aussi de comment le financer, comment financer et comment projeter un peu des actions sur ces sujets. Et puis, on terminera par vos messages, votre regard un petit peu sur la suite de cette thématique. On va d'abord donc revenir peut-être sur l'origine de ce coût, de ces factures qui nous attendent. Alors, on va peut-être pas donner tout de suite de montants, mais quand même, est-ce qu'on peut dresser comme ça des grandes familles de coûts d'action ou d'inaction? Alors, qui peut se lancer? Peut-être Guillaume sur ce point. Comment donner comme ça un panorama de ces coûts? Eh ben, allez, je me lance du coup. Alors, peut-être pas revenir du coup spécifiquement sur chacune des mesures d'adaptation parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais peut-être pour prendre un peu de hauteur sur la question, j'aimerais quand même revenir sur un aspect important, c'est qu'on ne s'adaptera pas à tout et qu'il faudra se préparer à être surpris, c'est-à-dire composer avec des coûts résiduels du changement climatique. En fait, dès lors, il va falloir bien situer le curseur entre savoir jusqu'où on souhaite s'adapter et se préparer à gérer le risque résiduel. Et donc en fait c'est un peu ça qui forme l'ensemble des coûts de l'adaptation. Donc sur l'anticipation, c'est des mesures un peu classiques qu'on a déjà vues, mais en fait on a aussi d'autres formes d'adaptation, celle qui est peut-être plus réactive et qui arrive juste avant ou juste après les crises. Par exemple quand on a des inondations, on indemnise et on reconstruit, ou quand on a des vagues de chaleur, en fait on va installer des systèmes de climatisation. Et ça c'est aussi une certaine forme finalement d'adaptation avec laquelle composer. Et en bout de spectre, d'ailleurs peut-être qu'un aspect important, c'est que cette adaptation là c'est déjà le tendanciel. En fait, on voit qu'on est un peu déjà aujourd'hui dans cette forme de rattrapage systématiquement au gré des événements climatiques. Et du coup, en bout de spectre, on a ce qu'on appelle le risque résiduel, donc c'est-à-dire composé derrière avec les conséquences du changement climatique, qui sont pas du coup que des conséquences directes sur le bâti, mais du coup peut-être de manière plus large aussi des conséquences sanitaires, socio-économiques, etc. On pourra y revenir. En préparant cette conférence, vous aviez évoqué également des coûts liés, par exemple, aux aspects de recherche, à la formation, à la sensibilisation, à la prévention des risques. Voilà, il faut vraiment avoir une focale assez large sur ces sujets. Oui, ça c'est vrai que c'est super important. Quand on parle d'adaptation du bâtiment, on parle assez rapidement du coup sur le cadre bâti, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire structurellement sur le bâtiment. Mais en fait c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand vraiment on veut se poser la question d'un système résilient face au changement climatique, on a effectivement des coûts de formation, de sensibilisation, parce qu'on l'a déjà beaucoup vu, mais il y a quand même des vrais enjeux de sensibilisation des populations ou des usagers des bâtiments. On a des questions d'échelle, parce que tout peut pas se jouer à l'échelle du bâtiment, mais avec les effets d'îlot de chaleur urbain ou d'aménagement, on peut aussi amener à réduire les problématiques d'inondation, et aussi les autres politiques publiques qui jouent un rôle super important, les politiques de santé, les politiques, on en a parlé un peu de végétalisation, d'aménagement, etc., qui contribuent tout autant en fait à ce que à l'intérieur d'un bâtiment, il reste confortable et habitable en période de forte chaleur ou pendant les phénomènes climatiques extrêmes. Parfait. Henri, pour donner la focale du CSTB, voilà, comment cette thématique, on a vu qu'elle était déjà portée, mais voilà, comment elle est portée par le CSTB, quelles sont les méthodologies que vous utilisez, et puis peut-être les champs de recherche ou de travaux sur lesquels vous planchez.
D'accord, avec plaisir. Sur les coûts, peut-être une petite précision, c'est aussi comprendre la nature un peu hétérogène des coûts. C'est-à-dire qu'en fait, on a des coûts qui sont des coûts de mise en œuvre de solutions, de travaux sur l'enveloppe, d'installation de systèmes. Et puis tout ce qu'on a pu parler ce matin sur l'impact sanitaire, par exemple, des fortes chaleurs. Là, on est sur des coûts qui sont des coûts sanitaires, alors qu'on peut, en bout de chaîne logique, on peut donner des équivalents monétaires, mais par nature, c'est des coûts qui sont extrêmement différents. Donc, on est capable de donner différents coûts de l'adaptation, et donc sous forme effectivement de coûts de l'adaptation, puis de coûts de dommages, des dommages résiduels ou des coûts de l'inaction. Mais l'agrégation de ces coûts n'est pas forcément possible ni souhaitable d'ailleurs. Donc c'est un point à prendre en compte. Donc ça veut dire que quand on va mesurer un coût, on cherche à répondre à une question. Et donc la façon dont nous, au CSTB, on a commencé à travailler sur la question, et en particulier sur les fortes chaleurs, pour nous, le coût de l'adaptation, c'est très largement le coût de la mise en œuvre d'une stratégie d'adaptation qui prend en compte des enjeux d'adaptation. Et comme, on va dire, ce qui est le plus important aujourd'hui dans la transformation du parc bâti comme force de transformation, justement, c'est la question de la rénovation énergétique. On a beaucoup réfléchi sur le coût de l'adaptation comme un coût additionnel à la mise en œuvre de la rénovation énergétique des logements. Ils ne sont pas forcément deux chemins séparés, ça peut se rejoindre. Tout à fait, oui. Quand on pense aux travaux sur l'enveloppe, modulo quelques adaptations, il y a la performance de l'enveloppe participe finalement des deux objectifs. C'est plus complexe pour la question de la climatisation. On voit que ce dont on a parlé ce matin finalement. Si on veut réduire l'atténuation, finalement, on veut réduire l'utilisation de la climatisation. Et en même temps, on sait que c'est nécessaire pour certaines zones et dans certains climats. Très bien. Marie-Claude, du côté des assureurs, alors avec vos services, vous proposez des produits d'assurance pour les professionnels du bâtiment. On l'a évoqué ce matin. Voilà, là encore, comment vous vous emparez de ce sujet-là? Quels sont les différents coûts que vous avez identifiés et auxquels vous êtes peut-être déjà confrontés, d'ailleurs? Alors nous, effectivement, en tant qu'assureur, on est plutôt confronté au coût de l'inaction aujourd'hui, puisque effectivement les sinistres que l'on va payer sont importants du fait du réchauffement climatique qui a commencé et qui fait que la facture, notamment tout ce qui est événements naturels, ne cesse d'augmenter depuis de nombreuses années. 2022, ça a été une année déjà record en France, puisqu'on a eu plus de 10 milliards de sinistres sur les événements naturels, notamment les phénomènes de grêle qu'on n'avait jamais vus. 2023 est une année un petit peu moindre, mais on est quand même à plus de 6 milliards, sachant que ces 2 années les 3 années font partie des 3 années les plus élevées en termes de coûts pour l'assurance. Et on sait qu'effectivement, ça va aller en augmentant, et qu'on a potentiellement avec le RGA et les phénomènes de retrait-gonflement, on l'a dit ce matin, tout à l'heure encore, 11 millions de maisons qui peuvent être concernées et une estimation de l'ordre de 400 à 500 milliards. Donc voilà, aujourd'hui, nous, on est confrontés à ces éléments sur les coûts qui ne cessent d'influer et qui vont continuer à... Donc ça bouscule un peu votre métier d'assureur, par exemple, ces maisons, est-ce qu'on pourra continuer de les assurer, ces chantiers? Exactement, alors... nous, le principe, c'est qu'on doit continuer à assurer, sinon c'est le principe de l'assurance d'être là et d'être présent partout. Donc on est très attachés, en tout cas, à SMA BTP, au principe de la mutualisation, que ce soit pour les assurer aussi les biens qu'on va assurer. Donc pour éviter effectivement de continuer dans ce sens, il faut prévoir des coûts d'adaptation et justement, c'est déjà en marche, en gros, pour un certain nombre de réglementations qui arrivent, qui sont depuis un moment avec la RE 2020, où on fait effectivement un certain nombre de choses pour réduire l'impact carbone, mais on sait qu'il faut faire prévoir d'autres dispositifs. Et par exemple, France Assureur travaille avec le MRN pour mettre en place ce qu'on appelle l'initiative sécheresse, pour développer, tester des nouvelles solutions pour justement ces problèmes de retrait-gonflement, et pour tester des solutions et voir celle qui sera la plus adaptée et pouvoir la dupliquer de façon plus importante, et éviter effectivement
les réparations qui étaient très importantes, comme les reprises en sous-œuvre, etc., et qui ne sont pas toujours d'ailleurs adaptées. Un mot peut-être sur l'état d'esprit des acteurs, et d'ailleurs la question sera pour tous les trois. Quand vous parlez de ces sujets avec les professionnels du BTP que vous croisez naturellement, puisque c'est votre métier, est-ce qu'ils vous regardent encore avec des grands yeux? Est-ce que le sujet commence à s'imposer? Allez, on commande peut-être par Marie-Claude, puisque vous avez la parole, et puis on passera ensuite la parole à ces messieurs. Non, je pense que tous les acteurs du bâtiment sont très conscients des enjeux, de la nécessité effectivement de s'adapter à ce qui arrive, de la nécessité de la résilience du bâti et des solutions qu'il faut envisager, tant en rénovation que sur les ouvrages neufs. De toute façon, il faut la RE 2020 s'applique de toute façon pour eux pour les ouvrages neufs, et eux-mêmes de leur côté travaillent avec nous et avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions. Non, ils sont très conscients. Guillaume, depuis la création du think tank 2009, c'est ça? On a dit tout à l'heure. Voilà, est-ce que les choses ont un petit peu changé? Est-ce que les regards ont évolué? Alors, effectivement, je pense que... Bon, peut-être pas depuis 2009, mais on va dire sur les 2-3 dernières années, on sent vraiment la prise de conscience, notamment avec le portage politique qu'il y a pu avoir, on va dire, à partir de début 2023. Et les vraies questions maintenant qui commencent à se poser, c'est lorsqu'on se frotte à l'opérationnalisation en fait, de l'adaptation. Oui. Et en fait, on voit que jusqu'à aujourd'hui, pour en avoir discuté avec pas mal de professionnels du secteur, il y a pas mal d'initiatives qui sont isolées. Finalement, c'est chacun essaye d'avancer un petit peu dans son coin parce que justement, on n'a pas encore ce cadre commun, ces hypothèses partagées. Alors du coup, la trajectoire de réchauffement, elle a posé une première brique qui est aujourd'hui, on se met un peu tous autour de la table autour de ce même scénario de référence. C'est déjà une super bonne nouvelle. Mais par contre, ça ne présuppose pas du tout la manière dont on s'adapte en fait. On a simplement posé le scénario et derrière, on a plein d'options possibles, plein de voies possibles et du coup, ça fait écho aux travaux précédents de prospective sur la manière dont le secteur peut se saisir de ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin pour avancer, c'est vraiment comment on y va, quel cahier des charges, qu'est-ce que c'est qu'une bonne adaptation, quelle solution adaptative, puisqu'en fait on a quand même des questions de pas de temps, d'horizon, puisque on peut revenir un peu à la question de la climatisation qui un peu risque de devenir incontournable, en tout cas. Oui, on l'a dit ce matin. Voilà. Et ben du coup, il y a vraiment ça. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut y aller quoi. Et comment est-ce qu'on y va? Ça reste quelque chose qui est encore très balbutiant aujourd'hui. Henri, je vous vois acquiescer, même sentiment sur ces sujets. Oui, même sentiment. La question du cadre d'action est encore à éclaircir parce que il y a finalement avec l'adaptation, on se pose 10 ans plus tard des questions qu'on s'est parfois posées sur l'atténuation et la question de la répartition du coût entre le public et le privé pour dire rapidement qui doit payer finalement. Elle n'est pas vraiment aussi claire pour l'adaptation et je veux dire même théoriquement quoi. Et l'individuel et le collectif, on l'a vu ce matin aussi. Et du coup, cette question, et puis elle se pose différemment en fonction aussi des acteurs. Pour un bailleur social, et on en a parlé ce matin également, pour un bailleur social qui va avoir nécessairement une vision, on va dire, de long terme de son parc, de comment l'adapter, et donc de prendre en compte l'intégralité des enjeux associés à ça, ou finalement un propriétaire individuel qui va vouloir uniquement régler son problème de confort l'été. Et du coup, il y a cette question un peu de comment on arrive à avoir un tout cohérent, sachant que mon sentiment, c'est que les aspects en fait, d'égalité face à l'adaptation, que ce soit face aux vulnérabilités, enfin les questions de vulnérabilité ou de qui supporte les coûts, c'est une des conditions de réussite finalement de la mise en œuvre de l'adaptation. Et que on va avoir besoin de plans de cadres d'action communs pour que chacun puisse s'y retrouver, pour adhérer à ces stratégies, parce que sinon ces stratégies ne fonctionneront pas quoi. Parfait. Bon, maintenant qu'on a traité du contexte, on va peut-être justement parler de l'action dans cette seconde partie avec évidemment cette question qui nous brûle les lèvres, c'est combien? Alors Guillaume, est-ce que vous êtes aujourd'hui capable de répondre à cette question? Combien ça va coûter? Allez, je me lance. je vais probablement simplement donner des petits jalons, mais peut-être avant de parler de l'action, je voulais quand même revenir sur justement ces coûts, un peu des conséquences que vous aviez commencé à évoquer côté assurance. Alors c'est vrai que c'est des coûts qui sont vraiment importants, et notamment quand on regarde un peu les projections à venir, on en est même aujourd'hui à se poser les questions de pérennité des systèmes de réassurance publique. Donc quand on en arrive là, on voit que c'est un problème qui est vraiment systémique, et encore, c'est que la surface un peu immergée de l'iceberg, parce que derrière, justement, quand on parle du bâtiment, ils hébergent des populations, ils hébergent des activités productives, ils hébergent des services publics, et là du coup en cascade se posent vraiment les coûts de si demain on a des prisons qui sont pas adaptées, si demain on a des commissariats, des casernes qui peuvent plus effectuer les services publics qui rendent, et ben quel coût porter finalement à
ces services rendus-là. Et donc là, on est vraiment sur des questions fondamentales de société, et plus uniquement sur quelques milliards d'euros, entre guillemets, à indemniser. Donc voilà, il y a un vrai sujet sur de continuité de l'État et de la société dans son ensemble. Exactement. Alors le combien ? Alors du coup, sur l'adaptation. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, on part pas de rien, mais on en a déjà beaucoup parlé. On a une politique massive qui est prévue dans la rénovation énergétique du bâtiment, et ça, c'est une super opportunité, c'est un super véhicule pour embarquer de l'adaptation, notamment parce que on l'a beaucoup dit, mais il y a beaucoup de gestes qui vont ensemble, et du coup, en fait, quand on regarde les coûts, c'est tant mieux en fait. À un moment donné, de tout faire d'un coup, c'est soit on a quasiment pas de surcoût, soit on en a un peu, soit on fait des choses en plus, mais tant qu'à faire, les faire en même temps. Et donc en fait, nous, on a un peu travaillé pour voir justement, en se basant sur cette politique-là, combien est-ce qu'il faudrait mettre en plus pour l'adaptation. Alors peut-être, il faut déjà se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Tout à l'heure, on disait qu'on n'y était pas encore sur l'adaptation, mais en fait, même sur l'atténuation, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, nos collègues de l'Institut estiment qu'il manque à peu près 27 milliards d'euros par an pour atteindre nos objectifs en matière d'atténuation. Donc voilà, c'est déjà du massif. Ouais. Et une fois qu'on a posé déjà ces investissements en plus, on peut commencer à se poser la question de l'adaptation. Et donc là, globalement, c'est avec des mesures qu'on a déjà vues. Et du coup, avec un groupe d'experts, on a essayé de travailler à l'échelle du parc pour voir ce que ça pouvait donner d'aller un cran plus loin sur ces levées d'adaptation. En neuf, on a pu estimer que déjà en mettant 2 à 5% de surcoût sur les coûts de construction neuve, on pouvait déjà être un peu plus ambitieux sur l'adaptation. Donc c'est pas rien, 2 à 5% de surcoût pour l'adaptation. En tout cas, ça demande d'être financé derrière. Donc à l'échelle des investissements, ça représente quelque chose comme 1 à 2,5 milliards d'euros par an qui serait à prendre en compte. Sur la politique de rénovation globale, on a fait à peu près le même exercice en se disant la rénovation globale, c'est déjà bien faire de l'adaptation, mais si on peut le cranter encore en allant chercher plus de systèmes, en allant chercher plus de leviers, et ben là, on aurait des surcoûts qui seraient de l'ordre de 10%. Et donc, à l'échelle de l'enveloppe et donc du parc, on parlerait de quelque chose comme 4 à 5 milliards d'euros par an d'investissements supplémentaires cette fois pour l'adaptation. Très bien. Henri, je vous questionne sur le même sujet. Est-ce que c'est des chiffres qui circulent un petit peu dans l'écosystème ? Et puis, est-ce qu'on commence aussi à réfléchir à comment financer ces surcoûts ? Alors, est-ce que ces chiffres circulent dans l'écosystème ? Je vous le confirme parce que je trouve que les travaux qu'ont fait I4C, en particulier Guillaume, sont vraiment novateurs. Il y a eu vraiment ce travail de pionnier et qui n'était pas un travail facile, donc félicitations, parce que il y avait que des coups à prendre sur comment poser ces premiers coups de l'adaptation. Et du coup, l'enjeu pour moi là aujourd'hui sur la description de ces coûts, c'est justement les préciser. Les préciser en se posant la question des questions techniques qui sont assez précises et qui sont en lien avec par exemple toutes les modélisations qu'on a pu voir. Donc par exemple, un logement traversant ou un logement non traversant n'aura pas les mêmes besoins, qui va être localisé pourtant dans le même immeuble. Donc il faut rentrer dans cette granularité-là pour avoir des stratégies qui soient cohérentes à l'échelle d'un parc et des estimations qui soient précises. Et donc nous, c'est un peu l'écueil sur lequel on est aujourd'hui, en tout cas on en est à ce point-là, c'est-à-dire être capable de bien articuler toutes les connaissances qu'on peut avoir précises à l'échelle bâtimentaire pour après en tirer des modèles qui soient suffisamment exploitables pour après en tirer des conclusions plus générales sur le chiffrage des stratégies. Vous prenez l'exemple de l'appartement, l'idée c'est d'avoir des standards comme ça, de pouvoir se dire tel type d'adaptation ça peut coûter tant et si on le projette sur un parc ça fait un chiffre. Exactement, ouais. C'est-à-dire grâce à l'accès en fait aux données massives de la base nationale de données des bâtiments, on arrive en fait à dire que chaque bâtiment finalement est assez proche d'un certain nombre d'autres bâtiments et finalement par appariement on rassemble ces bâtiments dans des bâtiments qui réagissent à peu près pareil au geste de rénovation. Et donc on se dit, voilà, ce geste de rénovation il coûte tant, donc il y a X bâtiments qui se ressemblent, donc c'est à peu près ça le coût. Et ce chiffrage, on peut l'espérer à quelle échéance ? Je dirais l'année prochaine, on aura des premiers éléments. Faites attention, parce que si on se revoit l'année prochaine, je vais vous en reparler. Ça va, c'est conservateur comme estimation. Pas mal. Marie-Claude, du côté des assureurs, est-ce que vous êtes déjà rentré dans ce chiffrage-là ? Est-ce que ça va aussi bousculer peut-être vos offres et vos tarifs à vous, puisqu'on parle de coûts ? Quel est le verdict de la calculette ? Le verdict de la calculette, oui, ça peut avoir un impact sur nos coûts, puisque si
effectivement, il y a des surcoûts liés aux adaptations. On va le retrouver effectivement dans le coût des sinistres aussi, puisque effectivement, il sera nécessaire à un moment donné d'en tenir compte quand on va réparer. Alors, le principe, c'est la réparation à l'identique, mais quand on répare et qu'on sait que finalement derrière on aura un sinistre futur, il y a des interrogations à se poser. Donc voilà, il y aura effectivement une façon de faire différente. Il faut savoir quand même que par exemple toute la législation sur l'ARE, les professionnels avaient déjà estimé que ça leur coûtait pour les premiers seuils, parce qu'il y a plusieurs seuils et le prochain est 2025, c'est rare, mais c'est 2028 et 2031 qui seront encore un saut plus important. C'était entre 5 et 10%. Oui. Donc, pour aller jusqu'à 15%. Donc, ce n'est pas anodin pour les professionnels. Il faut l'encaisser, d'autant qu'aujourd'hui, on est quand même dans la crise du logement, de la crise du bâtiment. Et donc, c'est des surcoûts qui sont importants et il va falloir trouver des financements. Et est-ce que l'assurance peut avoir un pouvoir incitatif ? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer des formules tarifaires qui incitent les acteurs à faire le choix de l'adaptation ? Tarifaire. Alors, on peut faire des offres particulières sur justement encourager l'adaptation avec un système effectivement de bonus ou d'offres ou de compléments d'offres par rapport effectivement à un financement de résilience, etc. Mais on en tiendra compte effectivement dans notre tarification parce que nous aussi, il faut qu'on équilibre bien sûr. risque et tarif. Et sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le fait que on risque de payer plus cher. On l'a vu déjà sur tous les événements climatiques et ça va pas arrêter. Après, de toute façon, comme notamment l'assurance construction, on est effectivement, quand on assure en assurance construction, on est par rapport à un référentiel, à des normes, des DTU et autres. Et donc, il faut effectivement adapter ces normes et DTU à la problématique qui arrive. Par exemple, aujourd'hui, on va faire plus de remploi, puisque effectivement, ça a un impact carbone moins. On va utiliser plus d'énergie renouvelable et autres. Et on sait qu'aujourd'hui, effectivement, soit c'est des nouveaux matériaux, soit des innovations peuvent effectivement avoir une conséquence sur les risques, parce qu'on n'a pas de recul, on n'a pas de retour d'expérience, et donc on accompagne en sachant qu'effectivement, il faudra qu'on ait après le retour et voir si notre sinistralité augmente ou reste constante. Très bien. Guillaume, comment peut-être les pouvoirs publics et les acteurs du privé peuvent-ils collaborer pour financer les investissements nécessaires à l'adaptation ? Est-ce qu'on commence à voir comme ça des pistes de collaboration entre ces deux mondes ? C'est une question difficile. Disons que aujourd'hui, on est encore sur une forme d'exemplarité quand on essaye de faire de l'adaptation. Donc en fait, en pratique, si on n'a pas de portage politique fort, si on n'a pas de politique ambitieuse sur le sujet, en fait, les acteurs privés ont finalement assez peu d'intérêt de s'en saisir eux-mêmes. Et ça, on le voit bien typiquement un peu dans les annonces récentes où on a des discours qui sont plus d'argent public vers des bâtiments non adaptés, etc. Ça, c'est très bien parce que du coup, en cascade, ça veut dire qu'on va avoir justement une diffusion des mesures d'adaptation dans le secteur, etc. Pour le secteur du public. À un moment donné, devrait se poser la question de la normativité, qui est un peu la voiture balai à chaque fois, et qui permet aussi, et ça c'est un peu la bonne nouvelle pour les finances publiques, que derrière de rediffuser dans l'économie les mesures d'adaptation. Si demain, par exemple, on intègre dans la RE 2020 des données prospectives en disant que voilà, à partir de maintenant, on se projette à 2050, finalement, c'est un peu tous les gens qui vont payer pour leur adaptation parce que ça sera devenu obligatoire. Donc c'est pas fait. On sera soit sur des mesures d'ordre exemplaire et donc plutôt du public, soit sur des mesures qui sont plutôt assurantielles et donc derrière avec le système de réassurance qu'on a, encore une fois du public. Donc c'est que tant qu'on n'est pas plus ambitieux, c'est surtout du public. Et si on serait plus ambitieux, le financement il serait probablement un peu mieux réparti entre le public et le privé. Henri, même question. Comment financer ce défi ? C'est une vraie question. La question d'ailleurs assurantielle, elle se pose parce que même les réassurances au niveau mondial posent problème sur le financement des assureurs eux-mêmes, qui se positionnent plus en fait sur les questions climat. Donc comment faire payer ? Effectivement, je rejoins assez Guillaume sur cet aspect normatif qui est, à mon sens, effectivement un des meilleurs vecteurs pour faire bouger le bâtiment, parce qu'on a quand même une forme de il y a une forme de
d'opposition dans les discours entre ce qu'on peut observer dans effectivement cette forme de vertu qui est beaucoup mis en avant et finalement des comportements où finalement, et c'est très, très largement le cas pour le secteur résidentiel, avoir la climatisation ou dans des bureaux, c'est un signe de performance, c'est un signe de standing, qualité, en fait, de standing. Ouais. Et donc on sent bien que vu le rythme en gros d'équipement dans ces systèmes, on sent bien qu'il y a quand même un décalage entre en gros ce qu'il faudrait faire et ce qui est valorisé en termes de vertu et ce qui est pris en compte par les acteurs au sens large. Est-ce qu'il y a un risque aussi à être pionnier ? Est-ce que se dire je vais être pionnier de l'adaptation, je peux peut-être faire des mauvais choix et mal rentabiliser mes investissements ? Je pense qu'il y a un risque. Après, moi, je n'ai pas tendance à voir les stratégies d'adaptation comme j'ai pris une décision, j'ai bien réfléchi, j'ai modélisé l'intégralité de tous les paramètres en 2025 et j'ai mon cap sur les 30 prochaines années, j'en dévie pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça une stratégie d'adaptation. Je pense que ça l'a jamais été. Et donc, je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut défendre. Il y a plus l'idée qu'effectivement, une stratégie d'adaptation qui sera vertueuse, c'est une stratégie qui sera robuste, qui sera donc quelque part un petit peu agile, qui sera aussi capable de s'adapter en fonction des territoires et des propositions émergentes. Donc, Très bien. Je vais peut-être redonner la parole à Marie-Claude, parce que vu qu'on parlait des assureurs et du risque de ne plus assurer ou de ne plus savoir comment assurer. En préparant la conférence, vous me disiez les assureurs doivent continuer à innover. Bon, c'est quand même le mot d'ordre, c'est malgré toutes ces difficultés, il faut continuer à s'emparer de ces sujets-là. Oui, les assureurs doivent continuer à innover et à être présents effectivement aux côtés du monde de la construction, parce que s'il y a plus d'assureurs, à un moment donné, tout se bloque. Et on le voit d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au niveau mondial, où dans certaines régions, notamment aux États-Unis, que ce soit la Californie et la Floride, les assureurs, dommage ou bien, se retirent. Ils veulent plus assurer. Donc ça veut dire qu'ils n'assurent plus les activités, qu'ils n'assurent plus les entreprises. Et donc voilà. Donc à un moment donné, c'est plus tenable. Après, il faut que pour que le système puisse rester possible, le système d'assurance, puisque le risque systémique ne peut pas être supporté par les seuls assureurs. On a de la chance en France d'avoir effectivement le système de réassurance avec les catastrophes naturelles, et il faut le pérenniser. Donc il y a des mesures qui ont été prises, qui coûtent un peu cher, puisqu'on va passer le taux de catastrophes naturelles à 20%, ce qui n'est pas neutre. Mais voilà, mais il y a en plus le rapport de Monsieur Langrenet qui est très intéressant sur un certain nombre de mesures et tout. Donc il faut qu'on continue à pouvoir assurer, il faut qu'on soit présent et il faut surtout continuer à la mutualisation du risque, parce que le risque aussi, c'est d'avoir des zones qui deviendront inassurables. Oui, et d'autres. Et voilà, parce que le risque est trop important, et ça on peut tout à fait le faire aujourd'hui, le simuler, et des zones où tout le monde voudra être présent parce que le risque est plus facile. Donc il faut effectivement continuer à être présent, et puis nous effectivement il faut qu'on continue à suivre l'innovation et à être effectivement aux côtés des acteurs. Donc il faut penser à nous aussi quand on a des solutions en place qui marchent. Sinon, alors surtout qui marchent, mais voilà, d'avoir effectivement aux côtés son assureur pour en parler aussi. Peut-être pour terminer cette partie sur le coût et sur l'action, si on se projette vraiment à long terme, est-ce qu'il peut y avoir aussi des opportunités économiques pour les acteurs à faire le choix de l'adaptation, et est-ce qu'on sait les mesurer? Parce que dans le titre de la conférence, on parle de l'inaction. Est-ce que l'action peut être récompensée à très long terme? Allez, Guillaume, peut-être sur ce point. On ne sait pas très bien l'objectiver aujourd'hui. Ok. C'est de l'instinct, quoi. C'est justement c'est un peu un des écueils sur lesquels on a buté, nous, quand on a fait notre analyse économique. C'est qu'en gros, d'un côté, on sait assez bien mesurer ce qui se passe en ce moment. Donc, globalement, des coûts de conséquences socio-économiques, des coûts directs sur le bâti, des coûts d'installation de climatisation. Ça, c'est des choses qu'on sait bien objectiver. On l'a fait dans le cadre du projet. On est aujourd'hui de l'ordre de 3,5 milliards d'euros par an qui sont investis dans des systèmes de climatisation. Donc, c'est déjà du massif. À côté de ça, on sait faire des stratégies alternatives. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec les coûts présentés. Mais par contre, on ne sait pas très bien comment ces stratégies-là discutent entre elles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne sait pas très bien dire si je suis très ambitieux pour l'adaptation aujourd'hui, de combien derrière je vais m'assurer de garantir mes services publics, de faire baisser mes conséquences sanitaires, de faire baisser mes consommations de climatisation. Alors, c'est des choses qu'on sait bien modéliser à l'échelle d'un bâtiment, par exemple, ou de plusieurs. La question, c'est maintenant la mise à l'échelle. Parce que derrière, si on veut dimensionner une politique d'adaptation, à un moment, il faut qu'on ait une vision assez claire de son efficacité à grande échelle. Et ça, on ne sait pas très bien le faire. Donc, petit appel aussi
CSTB si jamais vous avez des travaux. Répondons-y dès maintenant. Henri, ce bénéfice à long terme, est-ce qu'on sait l'estimer ou est-ce qu'il est encore un peu compliqué? Alors, oui, et donc le chiffrer non, l'estimer, le modéliser, oui, et c'est à ça qu'on travaille. En fait, c'est vraiment être capable d'expliquer la transformation d'un parc en disant comment est-ce qu'on hiérarchise les priorités, quelles solutions techniques on met en œuvre pour quels bénéfices, des bénéfices en termes de consommation d'énergie, en termes donc tout simplement de confort, et puis par différence, et c'est ça, je pense, l'intérêt, enfin, un des apports spécifiques de la démarche qu'on veut développer, c'est regarder également des stratégies où il n'y a pas d'adaptation, pour faire justement cette différence entre une stratégie adaptée et une stratégie où il n'y a pas d'adaptation, et bien regarder donc les conséquences sanitaires supplémentaires, toutes les boucles de rétroaction négatives qu'on connaît et que les bailleurs connaissent bien, c'est-à-dire des gens qui s'équipent avec de la climatisation mobile non performante, et puis plus largement des coûts d'évitement, des coûts de productivité des gens qui sont effectivement dans l'inconfort et qui fuient parfois, qui peuvent être des risques de fuite. Oui, concrètement. Aussi simplement que ça. Marie-Claude, votre regard, on a compris qu'avec vous, les innovants seront récompensés, mais est-ce que les pionniers seront récompensés aussi dans l'adaptation, selon vous? Oui, il n'y a pas de raison. L'assureur n'est pas un frein, hein. L'assureur est un accompagnant sur un certain nombre de dossiers et autres. Il faut simplement discuter, voir ensemble effectivement les solutions. Mais on est là aussi pour accompagner. Aujourd'hui, on assure des bâtiments qui sont totalement différents de ceux qu'il y avait même 20 ans ou 30 ans en arrière, et on est toujours présent. Donc, il n'y a pas de frein particulier. Après, il faut juste... c'est un dialogue, une discussion. Comme sur cette estrade. Avant de passer aux questions de la salle, je voulais vous proposer, puisque c'est la fin de journée et que nous avons tous bien travaillé aujourd'hui, un petit exercice amusant peut-être pour terminer cette table ronde. Alors, il y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est pas le mien, je fais la promotion des camarades, qui s'appelle Sur Parole, et c'est un humoriste qui utilise des paroles de chansons pour poser des questions. Donc j'ai décidé de m'appuyer sur quelques chansons en lien avec l'adaptation pour vous poser quelques questions. Alors c'est ouvert, hein, vous pouvez tous les trois répondre. Alors la première, je l'ai fait chronologiquement. Voilà. Donc on commence par Bob Dylan en 64 qui nous chante You better start swimming or you'll sink like a stone. Tu ferais mieux de commencer à nager ou tu couleras comme une pierre. Ma question sera donc la suivante: comment encourager financièrement les acteurs à passer à l'adaptation? Marie-Claude, vous avez pris le micro, c'est fichu, c'est pour vous. Malheureusement, il y a deux leviers, l'incitation, alors fiscale ou autre, et puis l'autre, c'est la sanction. Donc, Guillaume, Henri, ça vous convient, les deux options? Il y a une question pour moi à l'échelle un peu bâtimentaire et puis l'échelle plus large des territoires. Et comment commencer? Effectivement, avoir des diagnostics qui soient partagés déjà à l'échelle des territoires, ça me semble important, puisque les problématiques d'adaptation, elles sont vraiment spécifiques à chaque territoire. Ça, c'est le premier point. Et sur le bâtiment, effectivement, la connaissance de son parc pour un gestionnaire de parc, ça semble être la première piste. Et c'est clairement la première brique à poser avant de passer à ces questions de comment on améliore, c'est déjà de savoir d'où on part. D'où on part. Guillaume? Oui, je plus sois. Peut-être juste, sur le... Et puis il faut une volonté politique forte. À un moment donné, il faut que les politiques publiques... on a perdu votre micro. 1, 2, 2. Ah. C'est la censure. On a voulu vous censurer. Mais tout le monde on a perdu tout le monde. 1, 2, 1, 2. On a plus... Ah si, alors moi j'ai encore des piles. Ah, c'est bon, je pense. Très bien. Ouais. Oui, donc juste, non, et puis il faut une politique publique forte en matière d'adaptation, et sans quoi, en fait, on n'arrivera pas à dépasser ces logiques d'exemplarité. Ouais. Et voilà. Eh bien, ça va nous faire le lien avec la prochaine chanson et la prochaine question. Donc, téléphone en 80, argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Dans un contexte de dette publique et de crise budgétaire, faut-il faire de l'adaptation une priorité budgétaire absolue? On fait le lien avec le politique, là. Guillaume. Allez, je me lance. À mon sens, les dépenses d'adaptation sont des bonnes dépenses parce qu'elles permettent du coup généralement d'économiser. Donc en homo economicus, on a quand même souvent intérêt à se lancer dans l'adaptation. Alors sous contrainte budgétaire, c'est plus compliqué, ça demande possiblement de prioriser. Et là, en fait, on rentre dans des choix fondamentaux politiques de société et pas simplement des ajustements techniques. Qu'est-ce qu'on souhaite prioriser?
quels sont les services essentiels, qu'est-ce qu'on souhaite absolument conserver, qu'est-ce qu'on accepte de perdre. Et ça, pour le coup, c'est des vrais choix d'adaptation. Je salue Vincent du CIRED qui vient nous rejoindre. Une autre remarque sur l'aspect politique. Oui, ce sont des choix politiques, évidemment. C'est sujet de financement de l'adaptation. Henri, peut-être? Non, je veux bien passer la main. Alors Vincent, vu que vous venez d'arriver, faut-il faire du financement de l'adaptation une priorité budgétaire absolue dans un contexte budgétaire compliqué? Alors, effectivement, déjà, désolé pour le retard. Bienvenue. J'arrive de Champs-sur-Marne et le RER était coincé et j'étais bêtement dans un RER à l'arrêt. Et du coup... Avec le replay de la conférence, bien sûr. Non, pas du tout. Ah non, je ne savais pas. Et alors, par rapport aux questions de budget, de financement de l'adaptation, ce qui est sûr, c'est que l'adaptation est un enjeu prioritaire, comme l'est également les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et après, c'est pas forcément une question de budget qu'une question de dès qu'on fait des infrastructures, dès qu'on fait quelque chose qui engage sur les années à venir, d'être sûr que les considérations de réchauffement climatique ont été prises en compte. Donc typiquement, dès qu'on fait, en théorie, dès qu'on fait un bâtiment ou dès qu'on fait une infrastructure de transport, une infrastructure de réseau, une infrastructure de traitement de l'eau, etc., qui va être là pour les années et décennies à venir, bien sûr, c'est complètement crucial de faire en sorte que le fait que le climat sera différent à l'avenir ait été pris en compte dans la construction. Après, maintenant, est-ce que ça se traduit par un surcoût ou non? Et quel est l'ordre de grandeur du surcoût? C'est très, très variable suivant le cas. Très bien. On rallume la lumière. Est-ce que c'est un signal? Renault en 80, mon HLM. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Comment pouvons-nous garantir que les investissements dans l'adaptation du bâti répondront aux besoins des populations les plus vulnérables? Du coup, c'est un rapport de la Fondation Abbé Pierre de l'année dernière qui pointait que les premières victimes finalement des vagues de chaleur, c'est effectivement les personnes qui ont des revenus faibles, qui sont près des centres urbains, soumis à ICU et dans des logements non rénovés. Donc là, par certains côtés, on peut avoir décrit une partie des occupants du parc social et du HLM. Donc c'est clair que c'est une priorité. Et je pense que là, je reviens un peu à cette condition de, si on ne s'attaque pas à cette question de financement des personnes qui n'auront pas les moyens de s'adapter par eux-mêmes, les modes d'adaptation seront des modes désorganisés qui seront pas performants et qui mettront à mal la transition et la rénovation, la performance énergétique, quoi. Une remarque, un complément là-dessus, Marie-Claude peut-être? Oui, juste de dire qu'il faut faire attention aux mesures. Il ne faut pas qu'on se retrouve période des gilets jaunes où c'était pas du tout adapté, parce que les gens aujourd'hui entre la fin du monde et la fin du mois, il y a pas de sujet. Mais effectivement, c'est eux qui seront les premiers touchés, donc il faut effectivement que ces mesures aillent vers ces personnes. Vincent, peut-être rapidement. Et peut-être un tout petit point, c'est qu'en termes d'inégalité, il faut voir que il y a deux grands types d'inégalités par rapport aux questions d'adaptation. Les inégalités à l'instant T, lorsqu'on met en place la mesure. Typiquement, je ne sais pas moi, on va faire une politique qui va nuire à certains habitants ou à d'autres. Mais il y a également une question d'inégalité au cours du temps via des mécanismes comme par exemple la gentrification climatique. Typiquement, c'est des mécanismes, alors c'est surtout observé aux États-Unis à cause notamment de la manière dont les assurances fonctionnent. Mais c'est des mécanismes via lesquels, par exemple, vous pouvez avoir dans des villes, des quartiers dans lesquels on a développé des parcs ou qu'on a protégés face à des inondations. Bon, très bien. Et du fait que ces quartiers sont protégés, les prix de l'immobilier augmentent, les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, en partent, et on a un phénomène de gentrification. Et en fait, ce risque du fait que, via des mécanismes économiques, on a une segmentation de la vulnérabilité qui se produit entre les ménages riches et les ménages pauvres, c'est quelque chose également face auquel il faut lutter. Alors, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on observe beaucoup. On en voit un peu des prémices suivant les lieux, suivant les types d'impact, suivant les marchés, mais en termes d'enjeux dans les années à venir, c'est vraiment quelque chose qui peut se poser de manière importante. Guillaume, je crois que vous vouliez réagir également. Juste un mot, effectivement, pour peut-être la petite note positive sur le volet social, c'est que l'avantage avec les bailleurs sociaux, c'est qu'ils ont des stratégies intégrées, parce qu'ils font de la gestion patrimoniale, et donc, de fait, ils sont souvent les plus en pointe sur ces sujets-là, parce que derrière, ils ont des stratégies de long terme, etc., sur lesquelles ils peuvent mieux intégrer ça. On est loin de la copropriété isolée, où vous imaginez très bien les réunions de copro. Alors, pour en plus leur demander d'intégrer de l'adaptation, on n'y est pas du tout. Mais voilà, au moins, on est là-dessus, et du coup... Petit message pour les bailleurs sociaux, aujourd'hui vous avez les clés pour avancer, donc n'hésitez pas.
Très bien. Et puis une dernière chanson, une dernière question. Blur en 1995 qui chante He lives in a house, a very big house in the country. Est-ce que le défi du financement de l'adaptation concerne aussi les zones rurales? Parce qu'on a beaucoup parlé des villes aujourd'hui. Est-ce que ça peut être le même sujet, hein? Je pense qu'elles sont tout aussi concernées. Hein. Les inondations, c'est pas dans les villes. Hein. Aujourd'hui, on le voit, c'est dans les zones rurales et les conséquences sont très importantes tous. Donc, puis les maisons individuelles sont aussi dans les souvent, zones rurales. Oui, avec l'étalement urbain et autres. Oui. Très bien. Ce sera ma dernière question, chanson, mais on va pouvoir passer aux questions de la salle, si nous en avons. Alors, maintenant, je vois bien la salle, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Ouais, Attendez. Ou du chat, s'il y a une question du chat. Pas de question? Oui, une question, juste là. 2, allez. On commence à ma droite. Allez-y, madame. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si l'intégration de la taxinomie qui doit favoriser, notamment sur les fonds d'investissement, des investissements écologiquement responsables, c'est pas un levier au-delà et de façon plus globale sur l'investissement dans l'immobilier, de favoriser des comportements vertueux et comment vous pouvez travailler pour agir là-dessus, pour renforcer encore cette taxinomie. Qui se lance? La taxonomie, oui, elle s'applique effectivement à tous les investisseurs, hein, que ce soit les banques ou effectivement les assureurs. Hein. On doit effectivement publier un certain nombre d'indicateurs sur effectivement l'impact de nos activités sur le réchauffement climatique. Donc, on va effectivement privilégier ce qu'on appelle des investissements verts. Et aujourd'hui, les banques, alors c'est pas le cas des assureurs, hein. Aujourd'hui, les banques effectivement font des prêts verts et vont vers effectivement ces prêts. C'est un des leviers, mais il faut effectivement accompagner. Je veux dire, on ne va pas bloquer non plus toute l'activité parce qu'on ne va plus investir dans telle et telle entreprise parce que elle a. Donc, il faut trouver un moyen terme et effectivement essayer d'accompagner ce mouvement. Très bien. Et puis nous avions une dernière question juste ici. Oui, j'avais aussi une question pour Marie-Claude Bassette-Renaud. Je suis ici. Vous avez évoqué le rôle de l'État, notamment dans la reconnaissance d'états de catastrophes naturelles, le mécanisme de réassurance. Donc on sent qu'il est très important ce rôle de l'État. Mais quand on regarde les critères pour être reconnu, pour avoir cette reconnaissance de catastrophes naturelles, quand on est une municipalité par exemple, il y a quand même beaucoup de choses qui sont exclues. Il y a la notion d'événement anormal. Et on sait qu'avec ce qui se passe maintenant, ce qui est anormal maintenant va devenir normal après. Est-ce que vous avez des informations sur comment vont évoluer les critères et le rôle de l'État en fait? Alors, les critères, il y a eu déjà des évolutions, notamment sur le principe du RGA, hein, qui a été intégré. Après, c'est pas parce qu'un événement n'est pas catastrophe naturelle qu'il ne sera pas indemnisé. Le principe de catastrophe naturelle, c'est d'indemniser justement les événements qui sont d'intensité tellement importante qu'un assureur seul ne pourrait pas prendre en compte. Et du coup, il y a ce système de réassurance, sachant qu'effectivement, l'assureur paye quand même. Il ne faut pas croire que c'est l'État qui paye tout. Hein, c'est qu'une partie qui est prise en charge par l'État. Et donc, tout ce qui est en dessous, qui est événement naturel, hein, que ce soit la grêle n'est pas un élément de catastrophe naturelle. Ça a quand même coûté 3,5 milliards. C'est ça, je crois, en 2023. Et on n'est pas à l'abri... 2022, pardon. Et on n'est pas à l'abri que ça continue. Donc tout ce qui est en dessous est assuré, rentre dans le système d'assurance classique, hein, et donc c'est les assureurs effectivement qui indemnisent effectivement ces événements. Hein. Donc après, il y a beaucoup de projets en cours. Hein, je crois qu'aujourd'hui il y avait encore un texte qui passait au Sénat. Il y a certains textes qu'on n'aimerait pas voir arriver parce que on n'a pas, c'est pas, pour moi, c'est pas finalisé, mais il y a le rapport Langrenay dont j'ai parlé tout à l'heure qui propose un certain nombre de mesures qui sont intéressantes. Et sachant qu'en plus, pour pérenniser effectivement le système, on a augmenté sensiblement effectivement le taux de la catastrophe naturelle qui, semble-t-il, continuerait à augmenter chaque année. Voilà.